Il lui semble que la crise politique soit non pas en passe de résolution, mais en phase d'un éphémère apaisement. Grâce à l'échec des motions de censure, suite à la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu, le gouvernement a presque 2 semaines de vie. Mais la discussion sur le budget laisse planer la menace d'une éclaircie de très courte durée. Dans le chaos politique, au paroxysme ces dernières semaines qui secoue notre pays, il s'est trouvé un homme pour fustiger les partis politiques, les rendant responsables de la situation. Puisqu'il est bien connu que la meilleure des défenses est l'attaque, Emmanuel Macron s'est empressé depuis l'Égypte de désigner un coupable. Je le cite. Les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation autour de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. L'accusation est facile, d'autant que la défense dispose de bien peu d'éléments, si l'on nommait le petit détail du facteur déclencheur qu'est la dissolution. L'attitude des partis politiques a été plus que déplorable. Ils ont semblé totalement obnubilés par leur propre survie, par leur propre division, comme si leur engagement au service de notre pays passait au second plan, bien après leurs propres intérêts. D'ailleurs, seuls 20% des Français leur font encore confiance et la baisse de l'affiliation partisane et du militantisme politique est généralisée. Les accusés étaient donc tout trouvés. Emmanuel Macron n'a pas eu besoin de beaucoup d'imagination. Et cette difficulté à faire des compromis n'est pas que de leur fait. La fragmentation de la société a une incidence structurante sur l'électorat qui lui aussi est inévitablement fragmenté. La vie politique ne se limite pas aux 5-6 grandes forces politiques les plus médiatisées. Ce sont 11 formations qui siègent à l'Assemblée nationale, chiffre record dans l'histoire de la Ve République. À cette segmentation de l'électorat s'ajoute la polarisation de la société, renforcée par les réseaux sociaux. Le cocktail est complet pour empêcher toute possibilité d'un discours général. De plus, l'arrivée des logiciels de soutien aux campagnes électorales capables de déterminer au numéro de rue près les électeurs faciles à convaincre a relégué les opérations généralisées de tractage et de rencontre des électeurs à de simples opérations de communication. Aujourd'hui, faire campagne ne veut plus dire aller au-devant du corps électoral pour s'y confronter, mais bien simplement mobiliser les électeurs hésitants, déjà presque gagnés, de se déplacer aux urnes. Même s'ils étaient motivés par la meilleure bonne volonté du monde, les partis politiques sont donc dans l'impossibilité de jouer leur rôle qui leur est assigné. Le rôle, enfin celui que la doctrine sociale de l'Église leur attribue. Favoriser une large participation à la vie publique en facilitant l'accès du plus grand nombre aux responsabilités et interpréter les aspirations de la société pour les orienter en vue du bien commun. Les partis politiques ont le plus grand mal à être les corps intermédiaires qu'ils devraient être. Le lecteur de la philosophe Simone Veil n'est pas étonné de la situation car déjà en 1950, dans sa note sur la suppression générale des partis politiques, elle fustigeait les partis, dans une analyse qui les classait sans équivoque dans la catégorie structure de péché. Pour Simone Veil, la première finalité des partis politiques est leur propre croissance. Aujourd'hui, on pourrait dire leur propre survie. Ce qui fait qu'ils portent en eux le germe du totalitarisme. La discipline de parti va de soi, car il n'y a pas de place au sein des partis politiques pour les voix discordantes qui risquent d'affaiblir leur puissance. Les membres des partis politiques ne sont pas invités à écouter leur conscience, à parler et à agir en fonction de ce qui leur semble juste, mais bien à parler et agir sous la pression collective. Vis-à-vis des électeurs, leur priorité est aussi de générer de la passion, là encore collective. La philosophe explique que leur but est de persuader l'électeur et non, je cite, de communiquer de la lumière. Si, je la cite encore, les partis sont des organismes publiquement, officiellement constitués de manière à tuer dans les âmes le sens de la vérité et de la justice, faut-il nécessairement les supprimer comme elle le préconise et les remplacer par des clubs à la manière de ceux des premières années de la Révolution? La réponse est radicale. André Breton l'avait souligné déjà en expliquant que cette mise au ban ne pouvait qu'être le résultat d'un long processus de persuasion du peuple. Mais de toute façon, cette réponse n'est pas d'actualité. En revanche, l'analyse de Simone Veil nous invite à mettre à distance les discours partisans, à avoir conscience de leurs limites et à rechercher les modes d'action politique qui échappent aux logiques des partis, comme celle de l'engagement local. Alors pourquoi pas nous engager sur une liste pour les élections municipales, là où la vie des partis n'est pas très pesante. Enfin, je dis ça, je dis rien.